c'est parti pour la campagne de vaccination du cheptel malien. Le Premier ministre a donné le coup d'envoi ce matin à Kambila, près de Kati. Cette campagne concerne plus de 76 millions de cheptels. Ça y est, la première pierre de la nouvelle usine d'égrainage de coton à Kokofata dans la région de Kita a été posée ce matin. L'infrastructure sortira des terres dans 18 mois avec un coût de plus de 22 milliards de francs CFA. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui a présidé la cérémonie au nom du président de la transition, chef de l'État. À Kidal, le gouverneur commence déjà à accueillir les familles déplacées. Le premier groupe de familles se réjouit d'avoir retrouvé sa terre natale. Et cette figure de persévérance, Mamati Ag Al-Mokhtar, qui était guide chamélier, s'est reconverti en agriculteur de pommes de terre dans la région de Tombouctou. Ce passionné de terre veut aller jusqu'à 20 tonnes de pommes de terre à l'hectare. Merci de nous rejoindre sur ORTM 1. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. C'est officiellement parti pour la campagne de vaccination du cheptel malien. Cette campagne concerne plus de 76 millions de cheptels. Le coup d'envoi a été donné ce matin à Kambila, près de Kati, par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga Alousseni Touré pour le reportage. Le temps est ainsi donné pour le lancement de la campagne de vaccination du cheptel sur l'ensemble du pays. L'élevage est la principale source de subsistance pour plus de 30% de nos compatriotes et génère 15% de notre PIB. Quoi de plus normal que de consacrer des moyens importants pour son développement? Les professionnels du secteur pointent cependant une insuffisance du personnel et du financement de l'insémination artificielle, un des éléments essentiels de la modernisation du secteur. Le département en charge de l'élevage est conscient de la place du sous-secteur dans notre économie. Les maladies animales constituent un défi de taille à relever pour ce levier de notre économie nationale. Elles présentent des obstacles à l'accès de nos animaux et produits animaux à certains marchés rémunérateurs. Certaines parmi elles, comme la tuberculose, la brucellose, les somnoloses, le charbon bactérien et surtout la rage, présentent un risque pour la santé humaine. C'est pourquoi la lutte contre les maladies animales a toujours été au cœur de nos préoccupations. D'une part, persistent encore dans notre pays certaines maladies animales comme la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie du Newcastle, la fièvre afteuse et d'autres maladies auxquelles nos éleveurs payent le plus grand tribut. Et d'autre part, la problématique de lutte contre les maladies zoonotiques. La lutte contre les maladies zoonotiques a trouvé une forme de réponse efficace à travers la plateforme nationale Une seule santé. Le thème de cette édition est le contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et l'éradication de la peste du petit ruminant au Mali. Un thème évocateur qui appelle à l'effort de tous pour réussir le challenge. L'objectif de la campagne de vaccination du cheptel national est de mobiliser tous les acteurs afin de réduire l'incidence des maladies par une augmentation du taux de couverture vaccinale et d'assurer une surveillance épidémiologique efficace. À cet effet, cette année, toutes les espèces sont concernées par la vaccination qui touchera 76 636 645 têtes. Ce chiffre important, mesdames et messieurs, mobilisera 125 agents des postes vétérinaires non affectés au mandat sanitaire, 159 vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, 400 agents d'appui, 14 millions de doses de vaccins, 475 millions de francs CFA du budget national. Au regard de ces moyens, j'invite Monsieur le ministre de l'Élevage et de la Pêche à veiller au suivi de la mise en œuvre de la campagne de vaccination de façon scrupuleuse.
En termes sous-régionaux, l'élevage est le premier parce que le coton et l'or vont au-delà des océans. L'élevage, c'est essentiellement dans la sous-région. On peut dire donc que c'est le premier produit d'exportation contribuant à l'intégration économique de la sous-région. Le Premier ministre, qui n'est pas venu les mains vides, a remis du matériel roulant composé essentiellement de motos, des produits vétérinaires composés de vaccins, dont le Mali dispose d'un véritable laboratoire qui approvisionne toute la région. Le laboratoire central vétérinaire produit en effet une quantité importante de vaccins de tout genre. Dans le lot ainsi donné aux vaccinateurs, il y a également du matériel de froid. Pose de la première pierre de l'usine d'égrenage de coton à Kokofata dans la région de Kita. L'infrastructure va coûter plus de 22 milliards de francs CFA avec un délai d'exécution de 18 mois. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui a présidé aujourd'hui la cérémonie au nom du président de la transition. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Dougou Fana Traoré et Adama Kamara, incessamment. Un vrai ouf de soulagement donc pour les acteurs de la filiale coton et les populations de la région de Kita. Cette usine va créer plus de 250 emplois permanents et plus de 1000 emplois saisonniers. Mahamadi Alioubari. La cérémonie de pose de la première pierre de l'usine de grenage de coton de la CMDT dans le village de Kokofata est perçue par les producteurs agricoles comme une bouffée d'oxygène. Nous n'avons pas bénéficié d'une usine d'égrenage parce que nous sommes plus soyeux que les autres. Les plus hautes autorités nous ont fait cet honneur pour nous dire de redoubler d'efforts, d'abnégation dans le travail. Le choix de Kokofata n'est pas fortuit, monsieur le ministre, car depuis bientôt 10 ans, le secteur CMDT de Kokofata est premier national, ou j'allais dire même africain, en production pétrolière. Car à chaque fois que le Mali est premier producteur africain, la filiale ouest est premier national et le secteur CMDT de Kokofata est premier dans cette filiale. Avec une capacité de production estimée à 90 000 tonnes, soit 350 tonnes supplémentaires par jour, la deuxième usine de grenage de la filiale ouest de Kokofata vient répondre à un souci majeur des producteurs, de l'administration de la CMDT et de la jeunesse quitoise. Nous, les jeunes de Kita, nous sommes émus par ces gestes des plus hautes autorités à l'endroit de la région de Kita en général et Kokofata en particulier. La jeunesse était confrontée à un chômage accru. Alors la solution est là maintenant. Les jeunes seront occupés par les travaux de cette usine désormais. Cette affaire d'usine est une prouesse pour Kokofata et pour Kita. Elle aura un impact incommensurable pour la promotion du coton. La satisfaction exprimée par les communautés à cette cérémonie traduit la prise en compte des préoccupations des Maliens par les plus hautes autorités du pays, selon l'exécutif régional. Le coût total de l'investissement est de 22,45 milliards environ, dont 8,45 sur fonds propres de la compagnie malienne pour le développement des textiles et un emprunt de 14 milliards contracté auprès de la Banque de développement du Mali, la BDM. Les populations de la contrée de Banyakadougou, Gangaramboke et Gadougou, regroupant plusieurs villages, une zone agricole par excellence, ont été fortement représentées à cette importante cérémonie. À mon petit fin de l'atelier sur la 4e République, à l'unisson, les acteurs sociopolitiques et institutionnels de la région se sont engagés à jouer pleinement leur rôle et leurs responsabilités dans un Mali uni et prospère. Les détails avec Omar Maïga et Suleiman Tebsougué. C'est sous des ovations bien nourries et des notes d'espoir que les travaux de l'atelier sur la 4e République, initiés par le cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies PNUD, à travers le PAREM, se sont bouclés dans la Venise malienne. Je ne doute pas que les uns et les autres ressortent de cet atelier suffisamment édifiés sur leur rôle et responsabilités dans le processus de co-construction de notre Mali courant. Je vous engage à intégrer la vision des plus hautes autorités de la transition, notamment dans leur choix stratégique de partenariat, dans le respect de la souveraineté
et dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Après 2 jours de réflexion, d'échanges et de débats passionnants, les acteurs sociopolitiques et institutionnels de la région de Mopti et les éminents panélistes nationaux ont posé un diagnostic sans complaisance des 5 sous-thèmes, entre autres, le Malien au cœur de la 4e République, la gouvernance sous ses formes, la lutte contre la corruption, la défense nationale. L'audience que vous constituez, les bons élèves que vous avez été, ont affiché une attention requise de citoyens soucieux de la stabilité, de la cohésion sociale, du développement socio-économique et culturel de leur pays. La 4e République nous a donné des institutions adaptées aux réalités du Mali et nous remercions le gouvernement de transition pour cet effort. Je demande à tous les participants de faire une restitution à la base afin qu'on ait une masse critique de Maliens informés, suffisamment informés sur les enjeux de la démocratie. La région de Mopti est le top départ d'un long processus. Le terrain est bien balisé pour une coopération de qualité à court, moyen et long terme. S'assurer que les représentants sont associés aux actions futures, que tout le monde demeure mobilisé. À l'unisson, les acteurs sociopolitiques et institutionnels de Mopti ont sonné la mobilisation pour l'atteinte des objectifs. Les familles déplacées regagnent Kidal petit à petit. Le nouveau gouverneur a reçu un premier groupe. Ces familles se réjouissent d'avoir enfin retrouvé leur terre natale. Le reportage de Benoro Fofana, Sidi Elmedi Ag Albaka et Tayeb Adjaouyakoy. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. L'appel des autorités de la transition a été attendu par les réfugiés et autres déplacés qui avaient quitté la ville de Kidal par peur. Certaines familles sont retournées chez elles. C'est avec honneur, dignité et fierté qu'elles sont accueillies par le gouverneur de la région. Amoudem Ag Ikamas et Lila Walet Toujani nous racontent les motivations de leur retour. Je n'ai pas peur de revenir à Kidal, c'est chez moi, je suis venu sans problème et je ne pense pas que j'aurai des problèmes ici. Sauf les accidents que Dieu prévoit. Tout dépendra de la manière dont la gestion se fera au niveau de la sécurité. Sinon les populations sont aux alentours et elles sont même pressées de rentrer. Quand elles vont voir que les gens rentrent, ils sortent librement et ils vont venir. La sécurité essaye aussi de nous aider pour que les gens n'aient pas peur de rentrer en ville. Je suis très heureuse de revenir chez moi, retrouver ma maison et surtout la paix du cœur. Ce que je souhaite, c'est le retour de la paix. Le gouverneur de la région s'estime heureux d'accueillir ses compatriotes. Un signe annonciateur d'un lendemain meilleur dans la 8e région administrative du Mali. Bienvenue aux familles qui sont revenues chez eux à Kidal. Je les rassure que toutes les dispositions seront prises pour la sécurité de tous ceux qui reviennent à Kidal, dans la ville de Kidal. Donc je renouvelle aussi l'appel à tous ceux qui ne sont pas encore là de revenir chez eux. Le retour de cette première vague de familles déplacées réconforte le gouverneur de Kidal dans sa mission de cohésion et de vivre ensemble. Et cela, conformément aux orientations des autorités de la transition au plus haut niveau. La Journée internationale des migrants sera célébrée demain, lundi 18 décembre. Mobilité humaine et changement climatique est le thème retenu pour cette édition. Une occasion de sensibiliser pour la protection des migrants. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. Instaurée par les Nations Unies, la Journée internationale des migrants est une convention pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Au Mali, la protection des migrants et l'hospitalité sont des valeurs ancestrales. Les questions migratoires pour le Mali constituent une priorité politique. C'est pourquoi, sous les orientations éclairées de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, mon département a réalisé d'importantes activités en vue du renforcement de la protection de nos compatriotes établis à l'extérieur et de favoriser leur mobilisation dans le cadre du développement national. À l'échelle internationale, la convention de la dite journée a pour but de mettre en valeur les contributions des migrants au développement socio-économique et culturel, tant pour les pays d'origine que pour les pays de destination. Il est regrettable de constater que plus de 30 ans après l'adoption de cette convention, seule une quarantaine d'États, notamment des pays d'origine, l'ont ratifiée.
ces pays s'engagent à respecter les droits humains et les libertés des migrants vivant sur leur territoire. Avec le changement climatique, il est plus qu'important d'œuvrer à une bonne coordination des questions de la migration. En outre, il est urgent pour nous de renforcer l'application des textes législatifs en matière de protection de l'environnement. Pour cela, nous devons travailler avec toutes les parties prenantes pour que les migrants victimes des effets des changements climatiques puissent bénéficier de la protection internationale comme les réfugiés. La construction d'un centre d'accueil et d'assistance des migrants en transit à Gao, l'assistance et le rapatriement de plus de 6 000 Maliens en situation de détresse à travers le monde et la mobilisation des Maliens établis à l'extérieur pour une large participation aux élections référendaires sont autant d'actions réalisées par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine pour maintenir le cap de la protection et sensibilisation des migrants. Le Mali à l'honneur à Genève, en marge de la journée dédiée aux réfugiés. La ministre de la Santé et du Développement social a été reçue par le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Au menu des échanges, la lutte contre certaines pandémies. Le patron de l'institution a salué les efforts consentis par les autorités maliennes en matière de rapatriement des réfugiés. Commentaire Boubacar Kanouté. En marge du deuxième forum mondial sur les réfugiés, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reçu au siège de l'organisation Madame le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Santé et du Développement social a félicité le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour son engagement dans la prévention de la lutte contre les crises multiformes. Elle a remercié l'organisation pour son accompagnement dans le cadre de la prévention de la lutte contre la pandémie du Covid-19, du renforcement du système de santé. On remercie beaucoup le docteur Tedros de nous avoir accueillis ce matin pour parler un peu du Mali. Le remercier pour tout ce qu'il a eu à faire pendant la Covid pour le Mali, pour l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé et pour les perspectives que le Mali voit pour, dans le cadre de la réforme, dans le cadre des urgences sanitaires et dans le cadre même de retour de nos réfugiés avec les villages Espoir. Elle a informé Dr Tedros du vaste chantier de la réforme du système de la santé que les hautes autorités du Mali sont en train d'entreprendre. Elle a sollicité un accompagnement de l'organisation pour la réussite de cette réforme. Le colonel Assaba Diallo Touré a souhaité l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre du retour organisé dans la dignité des populations déplacées, notamment dans les villages Espoir, devant les recevoir, intégrer tous les services sociaux de base et dans lesquels la femme est au centre de cette intégration, afin d'améliorer les indicateurs de santé d'une part et la création d'activités génératrices de revenus d'autre part pour la stabilisation des populations. En retour, Dr Tedros s'est réjoui de cette rencontre, première du genre entre son organisation et le département de la santé du Mali, et a remercié le ministre de la Santé pour sa disponibilité, sa clairvoyance, sa vision pour l'amélioration du système de santé au Mali. Il a confirmé sa disponibilité à accompagner le Mali à travers le ministère de la Santé et du Développement social pour la réussite de sa réforme du système de santé. CO Talk, 9e édition, c'est un espace d'échange entre un entrepreneur et des jeunes sur son expérience en vue de les inspirer. Et c'est Tchernoba, gérant associé de Fofi Industries, qui était l'invité du jour. Les temps forts avec Bokari Koulibaly et Abdul Salam Bambara. Espace d'échange, de partage et d'inspiration, le CEO Talk est une initiative qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat juvénile. Initiée par le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, cette tribune offre l'occasion à un chef d'entreprise de venir partager son expérience professionnelle. Pour cette 9e édition, le cadre a accueilli Tchernoba, gérant associé de Fofi Industries, autour du thème « Réussir une succession ». Il s'agissait pour nous de venir partager notre expérience avec les jeunes entrepreneurs, notamment sur la question entrepreneuriale, mais sur la question de la succession. Étant donné qu'on a eu une expérience là-dessus, qui, par la grâce de Dieu, nous a réussi, on a voulu partager notre expérience, parler de comment ça s'était passé, donner, on va dire, des conseils aux plus jeunes. Nous n'arrivons pas toujours à faire la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, à travers son expérience et les conseils qu'il a pu nous donner, je pense que j'ai dû tirer 2 ou 3 leçons pour pouvoir faire de ces
de cette expérience un succès pour moi. Véritable catalyseur pour le développement du secteur privé, le CEO Talk, selon le ministre chargé de l'entrepreneuriat, doit être pérennisé. Aussi, a-t-elle mis à profit cette rencontre pour donner quelques conseils aux étudiants et entrepreneurs en herbe. Ce que je voudrais dire, c'est que pour entreprendre et développer vos entreprises, qu'il faut être persévérant, c'est qu'il faut être humble, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas prendre un échec pour un échec, il y en aura beaucoup. Il faut savoir se relever et il faut aussi avoir le goût du risque. Le REAO, faut-il le rappeler, est une association professionnelle apolitique à but non lucratif. Il a été créé par un groupe d'entrepreneurs motivés et soucieux d'améliorer l'environnement des affaires en Afrique de l'Ouest. Campagne d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune en milieu scolaire et universitaire à Koulikoro. Cette initiative de l'Agence pour la promotion de l'emploi APEJ vise à développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes élèves et étudiants à travers l'information et la sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Plus de détails avec Djemba Moussa Konati. Ils sont environ 300 jeunes étudiants des établissements scolaires et universitaires de Koulikoro à prendre part à cette formation sur l'entrepreneuriat. Au cours de la rencontre, les jeunes étudiants renforceront leurs capacités sur certains concepts tels l'entrepreneuriat, l'entreprise et l'entrepreneur. L'objectif de ces sessions est de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Alors, cela passe par quoi ? Par le développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Nous aimons tous être appelés dans les jours à venir PDG, commerçant import-export, j'en passe. Pour mériter ces appellations, il n'y a pas mille chemins, il faut créer une entreprise. Le pays regorge de potentialités et de ressources inexploitées qui n'attendent que d'être découvertes par la jeune génération. Cette connaissance permettra aux jeunes de développer des projets entrepreneuriaux en adéquation avec les besoins du marché local. Cette formation est aussi une occasion pour les jeunes étudiants de découvrir les différentes structures d'accompagnement disponibles pour les soutenir dans leur parcours entrepreneurial. Les jeunes auront l'opportunité d'explorer avec le facilitateur une gamme de thématiques essentielles liées à l'entrepreneuriat jeune. Ces discussions viseront à approfondir la compréhension des défis spécifiques rencontrés dans le domaine entrepreneurial, à clarifier les concepts clés tels que l'entrepreneuriat, l'entreprise et l'entrepreneur et à fournir des conseils pratiques pour développer les compétences nécessaires à la réussite en tant qu'entrepreneur. Rappelons que pendant ces 5 dernières années, l'APEJ a informé et sensibilisé environ 814 jeunes dans les établissements scolaires et universitaires de la région de Koulikoro. 47e session ordinaire de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Les administrateurs ont examiné et adopté à mi-parcours le plan de travail 2023 ainsi que le budget 2024. Abibatou Koyan-Diakité et Mohamed Sidibé. Les administrateurs de l'ANPE se sont réunis à la faveur de la 47e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. C'était autour de la validation du plan de travail annuel et du budget 2024, ainsi que de l'examen du point d'exécution à mi-parcours du plan de travail annuel 2023. Il ressort au niveau des activités et de résultats au titre du contrat annuel de performance 2023, notamment au niveau des placements dans le cadre de l'emploi salarié, 1500 emplois salariés donc en termes de placement et également 1600 auto-emplois générés pour 2100 entrées en formation, toutes formations comprises, pour un taux d'exécution global de 81% du plan de travail annuel à la date du 30 septembre. Et cette année, nous allons favoriser le mentorat, le coaching et tout ce qui concerne un peu l'entrepreneuriat. À ce titre, selon Ibrahim Agnok, il est prévu 3000 placements à effectuer pour 2024 et 3200 entrées en formation sur l'ensemble de l'année pour un budget prévisionnel de 2,5 milliards de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Le projet de budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale pour l'emploi soumis à votre appréciation s'élève en ressources et en emploi à la somme de 8 milliards 514 400 000 francs CFA contre 7 milliards 400 millions de francs CFA pour l'exercice 2023, soit une hausse de 15,6%.
Cette dernière session de l'année qui s'achève a été l'occasion pour le tout nouveau président du Conseil de féliciter la Direction générale pour les résultats obtenus et de l'inviter à persévérer dans cette dynamique pour plus de résultats tangibles. L'actualité nous amène à Tombouctou pour voir l'exploit de Mamati Ag Al-Mokhtar. C'est un jeune qui est un guide chamelier, mais il s'est reconverti en agriculteur. Mamati cultive de la pomme de terre dans la région de Tombouctou. Après une campagne extraordinaire, notre jeune passionné de la terre a élargi son champ d'expérience. Il ambitionne d'aller de 18 à 20 tonnes à l'hectare. Grâce à sa passion pour la terre, il est beaucoup apprécié et encouragé par le gouverneur de la région de Tombouctou. Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara nous amènent dans le champ de pommes de terre de Mamati Ag Al-Mokhtar. Suivant. Dévoilé grand producteur de la pomme de terre dans la région de Tombouctou, Mamati Al-Mokhtar affiche sa détermination à aller plus loin dans le secteur de l'agriculture. Avec des nouvelles techniques, il entend surprendre ses admirateurs au compte de la nouvelle campagne. J'étais jusqu'à Sigasso et là j'ai eu beaucoup d'expérience. C'est pour cela que je voulais agrandir ma production. Je suis vraiment déterminé pour ça parce que même l'année passée avec Sigasso, Tombouctou est deuxième dans les productions de pommes de terre. Rappelez-vous, Mamati Al-Mokhtar produit 8,5 tonnes de pommes de terre à l'hectare à travers un système d'irrigation. Il exploite un périmètre de 7 hectares dans le village de Tedeni avec l'accompagnement d'une cinquantaine de jeunes qui ont embrassé son concept. Pour un hectare, tu peux aller 17, 18 jusqu'à 20 tonnes. Ça dépend de ton rendement. Car j'ai eu l'expérience, je pense que ça va aller jusqu'à 20 tonnes par hectare cette année, Inch'Allah. Ses vœux exprimés lors de notre premier passage ont été exaucés. Mamati est désormais accompagné par le projet Djegeni Djaba qui lui offre une variété de semences qu'il compte expérimenter durant la campagne qui s'annonce. Pour le moment, je suis installé sur un château et plus aussi j'ai installé sur des anciens puits, mais vraiment c'est insuffisant pour mes besoins. J'ai insuffisant d'eau et aussi ma parcelle ne sont pas clôturées. Il y a le gouverneur qui m'a vraiment accompagné aussi. J'étais jusqu'à Bamako pour le 23e forum de Bamako où j'ai eu un prix excellence. Derrière la volonté de notre frère se cachent d'énormes préoccupations, parmi lesquelles l'extension de son système d'irrigation, l'obtention d'une unité de conservation de ses produits, afin de maintenir l'approvisionnement du marché en toute saison. Et nous restons à Tombouctou pour parler également de la campagne de sensibilisation et d'information relative à l'exécution d'une leçon modèle sur les manuscrits anciens. Objectif à permettre aux élèves du niveau secondaire de connaître les valeurs historiques, culturelles, socio-économiques et scientifiques des manuscrits anciens. Reportage Salim Konaté et Alou Koulibaly. Comment est-ce que nous, on peut exploiter? Apprendre à la jeune génération l'historique des manuscrits anciens, le processus de leur valorisation, conservation et leur sauvegarde est l'objectif de cette campagne de sensibilisation. Elle est organisée par l'UNESCO Mali en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. C'est une façon de sensibiliser et de valoriser donc, ces manuscrits pour que les élèves donc, au niveau des 10e et terminales connaissent ces manuscrits. Parce que dans ces livres, il y a beaucoup de connaissances. Cette campagne relative à l'exécution d'une leçon moderne sur les manuscrits anciens au bénéfice des élèves concerne également les régions de Mopti et de Ségou. Et l'exploitation de ces manuscrits ici dans le cadre de la région de Tombouctou est une activité très importante. Surtout que nous avions l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou qui a également une filière pour l'entretien de ces manuscrits. Et nous avons également aussi l'Université de Tombouctou qui est déjà créée, qui est en voie de s'opérationnaliser. Ces manuscrits sont la plupart en arabe, donc il s'agit de voir dans quelle mesure vous allez pouvoir vous y mettre afin d'en déceler toutes les connaissances qui se trouvent et servir la nation avec. Et aux représentants du gouverneur de la région de Tombouctou d'inviter les élèves à aller vers les manuscrits pour davantage approfondir leurs connaissances. Festival Vivre Ensemble à Tombouctou, la chorale de la troupe de Tombouctou, après la libération de Kidal, a rendu un vibrant hommage au président de la transition à travers une chanson, Alpha Maïga.
Le festival Vivre Ensemble s'est implanté sur les dunes de Tombouctou. C'est ici qu'un jour du 27 mars 1996, la flamme de la paix pour l'union entre les fils des mêmes pays. C'est ici qui a donné naissance à des héros, des érudits et des savants comme Ahmed Baba, Mohamed Bagayogo et bien d'autres, qui se sont sacrifiés pour le savoir et le progrès social. Le festival appelle donc durant une semaine sur cette dune souvenir à la paix et à la cohésion sociale. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui freine la femme à s'épanouir dans son activité entrepreneuriale. Il y a la peur. Nous avons peur parfois de l'échec et c'est pour ça que nous n'osons pas forcément. Alors, chères sœurs, je vous dis, osons. Des centaines de festivaliers venus pour la plupart hors de Tombouctou ont communié avec les communautés sédentaires et nomades pour mieux faire entendre les messages de paix et de vivre ensemble. La 8e édition du festival Vivre Ensemble de Tombouctou qui s'inscrit désormais en bonne place dans l'agenda culturel national et s'impose au fil des éditions comme l'un des rendez-vous incontournables de notre pays. Le festival Vivre Ensemble est un événement important pour la ville de Tombouctou. En 8 éditions, il a mûri pour être une institution et surtout le symbole imagé de la résilience des populations de la région. Tombouctou, terre d'hospitalité, un creuset de valeurs d'humanisme. Tombouctou s'est naturellement imposé comme une terre de rencontres et d'échanges. Ces échanges fructueux et créatifs sont bien sûr l'une des bases de cette diversité ethnique. La première activité du festival est une foire artisanale qui se tient dans le quartier Abarayou de Tombouctou. Voilà, toutes nos excuses pour ce problème technique. C'était plutôt le reportage sur le lancement du festival et le reportage sur la chorale de la troupe de Tombouctou. Ce sera dans nos prochaines éditions. En marge de la 8e édition du festival du Vivre Ensemble qui se passe à Tombouctou, le ministre en charge de la culture a eu des échanges avec les artisans de la région sur la situation du secteur affecté par la crise. Nous retrouvons Najim Baba Sissé pour le reportage. Ils sont venus féliciter le ministre Guindo pour ses efforts et son amour en faveur du rayonnement de la culture malienne. Ces hommes et ces femmes vivent des moments de contrainte dans leurs secteurs respectifs. Nous sommes dans une zone d'insécurité. Donc, l'activité que nous menons dans le cadre de l'artisanat, dans le cadre de la transformation agroalimentaire, on a tout exposé devant le ministre. Nos difficultés, nos opportunités, nos perspectives dans l'avenir, qu'est-ce que nous voulons de cette activité. Et donc le ministre aussi nous a écouté très bien et qu'il nous a aussi donné des engagements et il nous a donné aussi des stratégies, comment travailler et comment pouvoir atteindre certains de nos objectifs qui n'ont pas obligatoirement un financement, mais il s'agit seulement d'une stratégie de travail. Séance tenante, des engagements ont été pris par le gouverneur à la satisfaction des visiteurs qui se sont réjouis du cadre qui leur a été accordé. Le gouverneur tout de suite et le ministre les ont rassurés de tout leur accompagnement sans faille à aider et nous pourrions dire qu'à l'issue de cette rencontre qu'ils sont rassurés. Pour sa part, M. Andogoli Guindo est bien conscient du poids de leur démarche. Par rapport à toutes ces préoccupations, les échanges fructueux que nous avons eus nous ont permis de dégager une réflexion ayant jeté la lumière sur un certain nombre de pistes. Je pense que ces pistes, si elles sont suivies, pourraient justement aider les artisans de la région de Tombouctou vers des lendemains meilleurs. Ces femmes artisanes et transformatrices agroalimentaires sont regroupées au sein de la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou. Avec leur savoir-faire, elles sont devenues les principales actrices de la foire du Festival du Vivre Ensemble. Le ministre l'a attesté grâce à leur générosité en son endroit. 1 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe pour la réhabilitation des patrimoines détruits à Tombouctou. La première réunion du comité de pilotage pour la coordination et de suivi et des mesures de réparation s'est tenue dans la ville de Tombouctou. Alpha Maïga. Des images qui ont fait le tour du monde. Des images qui ont troublé en général toute conscience civilisée et en particulier celle des populations de Tombouctou. C'était ce 11 juin de l'an 2012, 11 ans à ce jour de l'année 2023.
La présente réunion, la première pour le suivi des mesures et réparations relatives à l'entretien et à la réhabilitation des bâtiments protégés de Tombouctou. Il s'agit des mausolées et la mosquée de Sidi Yahya. L'État du Mali a jugé que ce crime ne pouvait pas rester impuni. La Cour a donc été saisie et a commencé des enquêtes qui ont abouti à l'arrestation de M. Al-Faki Al-Mahdi et à sa condamnation. Et je tiens ici à souligner les efforts de l'État malien pour collecter les témoignages des victimes et produire une politique nationale de réparation qui a été approuvée en 2022 par le Conseil national de transition. Le patrimoine culturel est un facteur de paix et de vivre ensemble. Les partenaires techniques et financiers, tout comme le département en charge du domaine, se sont réjouis de la tenue de cette première réunion. Permettez-moi d'adresser à Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme pour son initiative judicieuse de création de cet organe de veille, d'orientation, mais surtout d'appropriation des mesures de réparation collective relatives à l'entretien et à la réhabilitation des bâtiments protégés à Tombouctou. J'ose espérer que les bénéfices et les impacts attendus du projet permettront de renforcer la promotion de la culture, de la paix entre les communautés, la cohésion sociale, le dialogue des cultures, le vivre ensemble et de recoudre le tissu social, car le patrimoine culturel est sans doute facteur de toutes ces valeurs fondamentales sociétales. D'ici là, les recommandations issues de la réunion seront traduites en actes concrets, ce qui servira de projet de développement socio-économique pour la ville de Tombouctou. Et je le disais au début de cette édition, on pose de la première pierre de l'usine d'égrainage de coton à Kokofata dans la région de Kita. L'infrastructure va coûter plus de 22 milliards de francs CFA avec un délai d'exécution de 18 mois. Et c'est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement qui a présidé aujourd'hui la cérémonie au nom du président de la transition. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Dougou Fana Traoré et Adaman Kamara. Sur le site de la nouvelle unité d'égrainage de Kokofata ce matin, c'était la mobilisation générale de toute la population de la région de Kita. En effet, personne ne voulait se laisser compter cet événement historique pour la localité. Pour ce qui est de l'ambiance, on notera entre autres prestations musicales, celles des griots de Kokofata et de Kita qui sont sortis avec leurs instruments traditionnels. Les troupes de Kita qui ont présenté des pas de danse, sketchs et poèmes, sans oublier les chasseurs venus en grand nombre. À Kokofata, l'ambiance était celle des grands jours. La nouvelle unité de Kokofata sera installée à 3 km de la ville sur la route Kenyeba-Kita. Elle sera bâtie sur une superficie de 25 hectares entièrement sécurisée selon la CMDT. Cette nouvelle unité industrielle qui verra le jour dans 18 mois, elle a une capacité d'égrainage de 45 000 tonnes par an. Permettez-moi de vous exprimer la reconnaissance et la gratitude de l'ensemble des acteurs de la filière coton du Mali pour les différentes mesures d'accompagnement prises subséquemment à la crise des jacides en 2022. Ces mesures qui ont permis de relancer la culture du coton sont entre autres la prise de mesures idoines pour l'évacuation de notre production de coton à l'extérieur, malgré l'embargo et les sanctions injustes imposées à notre pays au moment des faits. L'augmentation du prix d'achat du kilogramme de coton graine, le maintien de la subvention des intrants agricoles, l'adoption du décret autorisant la CMDT à assurer la fonction d'approvisionnement en intrants et appareils de traitement conformément à la recommandation issue des agistes tenus sur le secteur coton. L'adoption du décret spécial d'autorisation d'importation des produits anti-jacides et enfin la prise en charge financière par l'État du coût des intrants destinés aux superficies sinistrées par les jacides. Un financement malien donc à 100%, toutes choses dont s'est félicité le représentant du président de la transition à cette cérémonie, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a aussi transmis les messages
des salutations du président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, aux populations de Kourouffata et de Kita. La construction de cette usine de grainage est effectuée sur des capitaux maliens, 100% maliens. La CMDT, bien entendu, sur financement de la Banque de développement du Mali, qui est une banque, bien entendu, malienne. Donc ce sont des capitaux maliens. Donc c'est très important d'insister dessus. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de la diplomatie, nous ne voulons pas du don. Encore une fois, je profite pour rappeler les règles qui régissent également cette diplomatie, qui est la règle du respect de la souveraineté du Mali, le respect de nos choix de partenariat et de nos choix stratégiques, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a également rassuré les populations de Kita de l'engagement des autorités à poursuivre les actions de développement partout au Mali, malgré le contexte difficile. Je voudrais ici rappeler qu'il y a exactement 7 mois, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a procédé à la pose de la première pierre d'un camp militaire à Fougnan, sur une superficie de 500 hectares. Avant cela, il est important également de rappeler la reprise du trafic ferroviaire. Aujourd'hui, nous sommes là à Kourouffata pour la pose de la première pierre d'une deuxième usine de grainage de coton. Bien entendu, toutes ces réalisations symbolisent la vision et la détermination du chef de l'État à mettre en pratique sa vision du développement, une vision qui repose sur la règle des 3D. Vous l'avez rappelé, la défense, la diplomatie et le développement. Auparavant, le gouverneur de la région de Kita avait salué le gouvernement pour ses actions en faveur de sa région. Et je le dis sans fausse modestie, cette année, grâce aux efforts fournis par les plus hautes autorités du pays, la région de Kita a obtenu les statistiques de production suivantes. En coton graine, 82 000 tonnes en 2023 contre 48 000 en 2022. Nous avons donc pratiquement doublé notre production. En céréales sèches, il a été réalisé 588 778 tonnes, soit 99% des objectifs que nous nous sommes assignés, contre 430 609 tonnes en 2022. Le ministre d'État était accompagné du ministre de l'Agriculture, du ministre des Industries et du Commerce, du gouverneur de la région de Kita et le PDG de la CMDT, toutes choses que les populations de Kourouffata ont vivement saluées. Et à suivre après ce journal l'intégralité du discours du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement sur la pose de la première pierre de l'usine d'égrainage de coton à Kourouffata dans la région de Kita. 11e Assemblée générale statutaire de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, notamment le bilan du bureau sortant, l'élection d'un nouveau bureau, entre autres. Reportage Suleiman Sidibé. À la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, un mandat finit ce dimanche et notre commence. Et les participants venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako ont renouvelé leur confiance à la présidente sortante qui est réélue pour un mandat de 4 ans. À l'ouverture des travaux, la présidente présente quelques résultats du mandat écoulé. Grâce au plaidoyer intense des honorables vivant avec un handicap au sein du CNT et d'autres organisations de personnes handicapées, permis la signature du décret numéro 221-062 PTRM du 23 septembre 2021 fixant les modalités d'application de la loi 2018-027 du 12 juin 2018 et relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et aussi de bénéficier des œuvres sociales de la présidence.
Djigine Atma Gagou et ses membres ont fait une mention spéciale aux autorités de la transition pour tous les services rendus aux personnes handicapées du Mali. En 2020, il y a eu le Covid, il y a eu l'embargo, il y a eu la situation sécuritaire compliquée. Mais avec tout cela, la fédération a pu avoir des résultats tangibles. Mais il fallait le soutien des autorités de la transition. Le nouveau bureau s'engage à persévérer dans le même sens afin que le reste des objectifs de la fédération soit atteint durant ses mandats. Et cette soirée dédiée à la philanthropie de l'association Allegria, la somme récoltée va permettre de réaliser une centaine d'activités pour l'insertion socio-économique de nos sœurs qui vivent dans des situations difficiles. Les temps forts de la soirée avec Boubacar Kanouté. La lutte contre le clivage social, la marginalisation, l'association Allegria, elle en fait son cheval de bataille. Elle œuvre plus d'une décennie au service de cette frange de la société. Cette 4e édition de sa soirée dînatoire, couplée à la levée de fonds, a permis à certains compatriotes de l'extérieur comme de l'intérieur de se joindre à cette initiative. En nature et en dons, plusieurs millions de nos francs CFA ont été collectés et promus. L'accent est mis cette année sur un accompagnement plus accru à l'endroit de certaines de nos sœurs qui vivent dans une situation difficile. Le thème de cette année, les filles en situation de rue, trouve ses racines profondes dans la triste réalité que traversent les jeunes filles au Mali. La situation de guerre, le flux massif des déplacés du nord vers le sud ont déchiré le tissu social de notre nation, laissant derrière eux un héritage de douleur et de souffrance. Cette crise géopolitique a eu des conséquences directes sur l'augmentation du nombre d'enfants talibés et des jeunes filles se trouvant livrées à elles-mêmes dans les rues. Un combat qui suscite l'espoir, d'où l'adhésion à cette cause des autorités du pays qui y voient une initiative salutaire et crédible visant à appuyer les personnes démunies. Cette soirée est une soirée vraiment d'honneur et noble parce qu'il s'agit vraiment d'apporter le soutien aux plus démunis et surtout les enfants talibés. Donc, question problématique dans notre pays. Aujourd'hui, l'association Allegria a eu l'initiative de pouvoir éradiquer ce fléau-là. Une prestation musicale humoristique a agrémenté cette 4e édition de la soirée de bienfaisance de l'association Allegria. Le diocèse vient de procéder à l'ordination sacerdotale de 3 prêtres, tous originaires du Mali. Cet engagement sacerdotal intervient après 9 années d'études théologiques. De nombreuses délégations venues d'ici et d'ailleurs ont été témoins de ce moment fort à l'église catholique de San Trisakoni. Être prêtre, c'est d'abord une manifestation de la solitude de Dieu pour son peuple. Au terme de 9 ans d'études de théologie après le baccalauréat, Baba Amédé Traoré, Dieudonné Dako et Prosper Dabou s'engagent à l'être. Un prêtre, c'est un homme de Dieu, un homme religieux. C'est un ancien qui, dans l'Église, présente les prières, les offrandes des fidèles à Dieu. La présentation des postulants, suivie des préparatoires à l'ordination des prêtres qui consacrent leur engagement et leur interrogation par l'évêque, la prière litanique et l'imposition des mains par les évêques et les autres prêtres, l'ordination des mains, la tradition de la patène et du calice suivie de la remise de la parole de Dieu et du baiser d'accueil ont constitué la trame de cette cérémonie qui marque l'entrée des ordinats dans la famille sacerdotale. Je leur ai donné des conseils en lien avec la devise qu'eux-mêmes ils ont choisie. Cette devise est la suivante: la vérité vous rendra libre. Pour les 3 nouveaux prêtres, cette étape est un grand défi qui les engage par la grâce de Dieu à être des modèles. C'est le Christ, ce que nous comptons. C'est celui qui orientera notre vie de prêtre. Et nous comptons sur sa grâce pour être des prêtres bons selon son cœur. 3 prêtres dans un diocèse en un jour, vraiment ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc vraiment c'est une journée vraiment pour moi pleine de joie, vraiment pleine d'allégresse.
Outre les évêques de Caille et de Mopti, plusieurs délégations sont venues d'ici et d'ailleurs pour être témoins de ces moments émouvants. Lorsque les 3 religieux furent annoncés ordonnés, une salve d'applaudissements a accueilli la nouvelle. ACAI, conférence sur les violences basées sur le genre, elle a pour objectif de contribuer à une large diffusion des informations sur les causes et les conséquences, ainsi que la prévention des violences faites aux femmes et aux filles. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Rôle et responsabilité des leaders communautaires, des autorités administratives dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est le thème de cette conférence organisée par les ONG nationales ACOD, Djigui, Amadecom et Yamane Mali sur financement du projet USAID NPI Expand. Les violences basées sur le genre peuvent prendre de nombreuses formes, notamment la violence physique, la violence sexuelle, émotionnelle et économique. Elles peuvent entraîner des blessures, des maladies, des grossesses non désirées. Selon le premier adjoint au préfet du cercle de Caille, de nombreuses Maliennes sont victimes de violences basées sur le genre, mais très peu déclarent avoir subi des actes de violence pour des raisons sociales. Au moins 45% des femmes et de 15 à 40 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle dans notre pays. Environ la moitié des femmes, 49% de la même tranche en union ou en rupture d'union, ont subi des violences émotionnelles, psychologiques, physiques et ou sexuelles. Le pourcentage des femmes ayant déclaré avoir subi des actes de violence sexuelle à un moment quelconque de leur vie varie selon les régions. Rappelons qu'en adéquation avec les élections qui se profilent au Mali, le thème national choisi cette année pour marquer les 16 jours d'activisme s'intitule « Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en période électorale ». Et cette nouvelle publication dans vos kiosques, la nouvelle constitution du Mali commentée et annotée, c'est un livre de Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat journaliste et membre de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali. Dans ce livre, vous retrouverez les 14 titres, les différents chapitres et articles de la nouvelle constitution. L'actualité sportive, c'est tout de suite et maintenant avec Kodi Sibi. Bonsoir Kodi. Bonsoir Khadijatou, bonsoir à tous. Alors, championnat national, 9e journée, le match au sommet a opposé cet après-midi l'AS Real et le Djoliba AC. Oui, pas de vainqueur dans cette rencontre au sommet. Les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge, 0 but partout. Je vous propose qu'on écoute les réactions des entraîneurs. Dioman Sissoko du Djoliba Athletic Club et Noum Diané de l'AS Real. Ils sont interrogés par notre reporter Radio Matina. Sentiment de joie parce que le football a été magnifique. Les deux équipes ont joué, mais nous on a dominé les matchs. Bon, ça a été bien. Vous avez des regrets? Très regrets. On a un très grand regret parce que vu la physiologie du match, et vous-même vous avez vu le match, bon, on a dominé les matchs à 80%. Mais bon, ça fait partie du football. Mon bilan, je peux dire que je suis satisfait. Mais bon, le reste est à venir. Ça a été un match difficile, on s'attendait aussi à ça parce qu'un match de Djoliba Real ou Stade Real, c'est toujours des matchs difficiles. Voilà, on le savait. Mais par rapport au contenu, je pense que moi j'ai juste un peu de regret. Regret pourquoi? Parce que sur ce match-là, je pense qu'on n'a pas, techniquement, je pense qu'on n'était pas à notre niveau. Et ça explique aussi le comportement sur le plan tactique d'équipe adverse. Je pense qu'ils ont bien défendu, ce soit en deuxième mi-temps. Ils ont décidé d'aller nous presser dans notre camp et ça nous a créé énormément de soucis. Surtout au niveau des milieux de terrain où on avait des problèmes, on ne parvenait pas réellement à poser le jeu et à faire des combinaisons. Alors, le Real donc conserve son fauteuil de leader avec 19 points devant l'US Bourba qui en a 17 et le Djoliba Athletic Club est troisième avec 16 points. Alors, Khadijatou, on va enchaîner avec les résultats enregistrés cet après-midi. Alors, match nul, 0 but partout, vous voyez, entre l'équipe de Afé et Athès de Koro, le premier. Même résultat entre l'USPAS et l'USC Kita, ça va venir tout à l'heure justement, avec également ce score nul de 0 but partout. Par contre, très bon résultat de l'AS Police qui était un petit peu coincé, mais les policiers se sont relancés avec une belle victoire 2-0 aux dépens de l'US Bougouni.
Voilà les résultats de cet après-midi, les rencontres donc disputées cet après-midi. Il y en avait 4 au total, Kariatou. D'accord, on termine avec les nouvelles du championnat national de natation. Oui, la compétition s'est tenue donc ce matin à la piscine cet après-midi, à la piscine du stade de Modibo Keïta, avec un total de 14 médailles. C'est Bamako qui s'est classé donc premier. La fédération a tenu ce matin une assemblée générale pour changer le nom de la fédération en conformité avec l'instance internationale. Je ne vous en dis pas davantage. Écoutons plutôt le président de la fédération, Mamourou Bouari. D'abord sous le signe de la cohésion sociale, de la paix. Vous savez que notre pays, depuis une dizaine d'années, vit une guerre qui nous a été imposée. Et personne ne peut comprendre l'aspect terroriste. C'est pourquoi, dans toutes nos cartes d'invitation, nous parlons de paix et de cohésion sociale. Notre signe, c'est l'eau. L'eau est synonyme de paix. L'eau est synonyme de vie. Celui qui ne sait pas, quand l'enfant vient, la première chose qu'on lui donne, c'est le lait maternel. C'est liquide, c'est l'eau. Et quand tu ne sais pas nager aussi, tu es exposé à un danger, la mort par noyade. À partir d'aujourd'hui, la Fédération malienne de natation, on a fait son baptême. Elle s'appelle Fédération aquatique du Mali. Voilà, au micro de Daouda Koné, c'était donc le président de la Fédération malienne aquatique. Ça fait un petit peu sourire, mais c'est comme ça désormais le nom. La Fédération malienne aquatique. Alors, pour terminer, Kariatou, définitivement, on va juste signaler que l'hôtel des Aigles sera inauguré. Ce sera donc ce lundi à partir de 15h à Kabbalah, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Ibrahim Abdul Kassim. Ibrahim Fomba. J'y arrive. Page sport de ce soir. Merci beaucoup, Kodi Le développement, ce Sibi. sera donc ce lundi aux environs de 21h. Le rendez-vous est pris. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, à suivre après l'émission Défense citoyenne, la question d'actualité. Ce soir, le thème porte sur la lutte contre le sida dans notre pays. Vous le savez, tout le mois de décembre est consacré à la lutte contre la pandémie dans notre pays. Les invités sont Dr Hamadoun Maïga, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida de Koulikoro, et Djelima Soumano, membre de la Fédération des associations des personnes vivant avec le VIH. Question d'actualité, une animation de Kokekone en langue bamanankan. Et c'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Demain commence une nouvelle semaine. Entendons-la avec détermination, car nos grands-pères disaient que chaque petit pas vous amène vers votre objectif. Gardez espoir, protégez vos rêves et continuez d'avancer. À méditer. Bonne fin de soirée à tous.